C'est un grand honneur pour moi d'être associé à cette magnifique réunion en l'honneur de Marc Fumaroli. Déjà en 1998, il m'avait permis, pour la réflexion sur la paix de Westphalie, d'approfondir et d'associer la diplomatie de l'esprit, de l'associer à l'esprit de la diplomatie. Aujourd'hui, il m'offre l'occasion d'approfondir ce qu'est l'art de la paix dans le champ historique. Quand en 2007, j'ai intitulé « L'art de la paix en Europe, une série d'études sur l'histoire des relations internationales », je voulais insister sur un cheminement historique global de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française, cheminement que traduit aussi la naissance des mots diplomate et diplomatie. Si la diplomatie est sans doute aussi ancienne que l'homme, l'acception moderne du mot n'apparaît en effet qu'à la fin du XVIIIe siècle. La notion est sans doute adaptée de diplôme ou bien de l'adjectif diplomatique tel que l'emploie par exemple Jean Dumont pour son dictionnaire « Le corps universel diplomatique du droit des gens », qui est un recueil de traités publié à partir de 1726. La tradition des spécialistes traque l'apparition de ces mots, diplomate et diplomatie, dans des discours de Linguet ou de Robespierre au temps de la Révolution. Mais il semble, d'après des recherches récentes, que ces mots soient apparus un peu auparavant. Tout se passe comme si le traité de paix, résultat de la négociation, qu'évoque aussi le mot diplôme, finissait par métonymie, par désigner tout l'effort pour parvenir à lui. La diplomatie, dans cette optique, s'affirme alors comme une réalité nécessaire, dont on prend conscience finalement à la fin du XVIIIe siècle, correspond aussi à une carrière de plus en plus spécifique, celle de l'ambassadeur, à un art politique enfin, et c'est ce qui nous retient, je pense, ici aujourd'hui. L'art de la paix s'est alors imposé, à mes yeux, face à un art de la guerre bien mieux identifié. Aujourd'hui, la réflexion sur les arts de la paix m'a conduit à prolonger cette intuition, cette proposition et à poser une nouvelle question. En quoi la diplomatie est-elle un art ? Au passage, je me pencherai sur les relations que noue cette diplomatie avec l'art. Elle l'utilise et devient elle-même source d'inspiration. Comme préalable, il serait nécessaire, mais il serait aussi bien trop long, de faire l'inventaire des évolutions historiques qui ont fondé l'invention de la diplomatie. Pour résumer, on l'a bien vu tout au long de ces deux journées, l'Europe moderne des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, privée finalement d'autorité suprême, adopte une organisation horizontale constituée d'entités politiques rivales, ce que l'on désigne par commodité comme système westphalien. Cette organisation semble vouer l'Europe à des conflits toujours recommencés, à une violence d'État permanente. La guerre, réalité familière, la guerre extérieure, réalité familière, suppose en parallèle une négociation qui met fin au conflit, mais qui permet également d'en préparer d'autres. La guerre, et je reprends ce qu'a dit tout à l'heure Marc Fumaroli, la guerre est bonne si elle est juste et si elle est réglée. Elle est bonne aussi, et on le voit peut-être dans le programme de la Galerie des Glaces, elle est bonne aussi pour le développement de l'économie en temps de crise. Et c'était finalement les théories de Roland Mounier autrefois. La nécessité pour un prince ou pour un État de définir une politique extérieure, c'est-à-dire d'élaborer une action efficace et un discours raisonnable, explique alors l'ascension d'hommes d'État capables de donner cohérence et continuité aux choix gouvernementaux. Nous avons vu ce matin Olivares et Richelieu. Ces hommes d'État, à leur tour, choisissent des agents, ambassadeurs, envoyés ou plénipotentiaires capables de négocier. Cette métamorphose fait donc émerger une administration des affaires étrangères qui s'appuie sur un département ministériel dans la plupart des pays européens et sur un réseau toujours plus étendu
d'ambassades elles-mêmes plus ou moins permanentes. L'art diplomatique qui naît de cette organisation globale s'inspire en fait des expériences réalisées depuis le Moyen-Âge à des échelles très différentes, en particulier dans les républiques italiennes ou dans les principautés de la péninsule. C'est l'Italie qui est le laboratoire des idées en matière de diplomatie. Ces pratiques diplomatiques se dégagent d'une accumulation d'événements, d'exemples intéressants, de leçons particulières. C'est finalement un long apprentissage collectif dans l'ensemble de l'Europe. Néanmoins, il faut bien le signaler, aucun corpus juridique précis ne s'élabore pour régler la tâche du négociateur. Toute règle définitivement fixée figerait le droit et briderait les ambitions de chacun. Et ce serait finalement la fin du dynamisme des différents États. Donc la diplomatie reste en cela un art. Elle ne se transforme jamais en technique ou en science. C'est seulement au temps de la Révolution, comme l'a rappelé récemment la thèse de Virginie Martin, que le gouvernement français a voulu transformer la diplomatie. Le gouvernement considérait la diplomatie comme un code de la tyrannie et a tenté d'encourager la naissance d'une science politique qui permettrait le dialogue entre pays souverains. Donc, on le voit bien, l'art diplomatique existe. Pour approcher cet art, j'examinerai donc les trois dimensions qui, pour moi, caractérisent cette pratique: la représentation, l'information et la négociation. Vous verrez que je prendrai essentiellement mes exemples dans la guerre de succession d'Espagne. En réalité, si on réfléchit bien, cet art correspond sans doute surtout à un savoir-faire qui renvoie plutôt au monde de l'artisan. Néanmoins, par le jeu des métaphores, on est parfois conduit à saluer dans l'ambassadeur un artiste. Et c'est à propos de la représentation que je donnerai mon premier exemple. C'est un des théoriciens de l'art de négocier, Callière, qui a systématisé la comparaison entre l'ambassadeur et le comédien. Et nous retrouvons là ce théâtre, ici le théâtre du monde, théâtre qui a été évoqué hier par Carlo Ossola. Je cite Callière: « Un ambassadeur ressemble en quelque manière à un comédien, exposé sur le théâtre, aux yeux du public, pour y jouer de grands rôles. Comme son emploi l'élève au-dessus de sa condition et l'égale en quelque sorte au maître de la terre, par le droit de représentation qui y est attaché, et par le commerce particulier qu'il lui donne avec eux, il ne peut passer que pour un mauvais acteur s'il n'en sait pas soutenir la dignité. » Fin de citation. Tout se passe comme si les ambassadeurs jouaient la grande comédie des relations internationales. C'est en fait souvent une tragédie. Ils joueraient un texte qui est écrit ailleurs et par d'autres, les ministres, les gouvernements, les chancelleries, et pour lesquels il se garde bien d'improviser. En effet, le souverain choisit un ambassadeur ou un envoyé comme représentant pour parler, agir, écrire en son nom. De façon beaucoup plus subtile, et c'est apparu à plusieurs reprises dans nos réflexions, le diplomate représente aussi les élites sociales dont il est issu le plus souvent. Une noblesse qui cherche des territoires où faire la guerre, un peu cette façon de libérer la jeunesse dans la guerre extérieure. Un clergé qui tente de défendre sa foi et son Église dans une lutte religieuse. De plus en plus, au XVIIIe siècle, les marchands font entendre leur voix en quête de nouveaux marchés, car cela signifie aussi des débouchés pour les productions nationales. Prenons la succession d'Espagne en 1700. Bien sûr, comme son nom l'indique, la guerre de succession d'Espagne répond à une question dynastique, la mort du dernier Habsbourg d'Espagne introduisant une rupture en Europe. Mais en réalité, les puissances européennes regardent surtout du côté des marchés américains qui peuvent s'ouvrir ou se fermer pour elles. L'envoyé défend les intérêts de son pays. Et ce sont à la fois les intérêts du prince lui-même, mais aussi les intérêts de l'État et de plus en plus les intérêts d'une grande partie du pays. La question qui se pose,
c'est de savoir si l'ambassadeur représente la nation tout entière. Et peut-être qu'au moment de la Révolution, ce sera la nation qui finira par s'imposer. Le talent d'un diplomate vient de ce qu'il est capable de tenir compte de tous ses intérêts très divers et très imbriqués. Dans ce jeu de la représentation, l'envoyé doit savoir garder ses secrets. Le secret est apparu à plusieurs reprises. Il fait partie de la guerre comme de la paix. L'ambassadeur connaît les décisions prises, ou une partie d'entre elles, les vues de son prince, les buts de sa politique étrangère. Tout au long de sa mission, des correspondances, parfois intenses, continuent à préciser l'évolution au sein du groupe qui conduit la monarchie. Le secret s'impose donc avec force, parce que ce sont des affaires d'État, dans un monde où ces affaires étrangères sont réservées presque exclusivement aux souverains. Elles ne font pas l'objet de discussions publiques, puisqu'au contraire, de tels sujets sont interdits et condamnés dans la discussion. De là, autour de ce secret, l'utilisation de chiffres, l'utilisation d'écritures cryptées. L'ambassadeur doit utiliser des moyens sophistiqués pour dissimuler ces dépêches, et aussi des voies très détournées pour les envoyer. Ajoutons à cela, et Sir John l'a rappelé ce matin, qu'il doit avoir l'art de la dissimulation, car il est aussi obligé de mentir ou de tromper. Et c'est une des grandes réflexions sur l'art de la négociation, jusqu'où peut aller la tromperie. De façon paradoxale, cette obligation du secret provoque avec le temps une forme de rejet et de méfiance, en particulier au XVIIIe siècle, car le secret apparaît finalement comme un moyen de mieux opprimer les peuples. Le négociateur agit aussi en tout selon les ordres qu'il a reçus. Sa négociation peut échouer. Un négociateur peut ne pas réussir un traité, mais il a réussi s'il a respecté à la lettre les instructions qui encadrent strictement son action. Prenons un exemple. L'abbé de Polignac a outrepassé ses instructions à la fin du XVIIe siècle en faisant élire le prince de Conti en 1697 comme roi de Pologne. Il connaît une disgrâce et est obligé de se retirer dans son abbaye de Bonport. Il n'oublie pas cette leçon. Et lorsqu'il négocie en Hollande en 1710 et en 1712, il choisit de suivre les instructions royales. Et il s'en félicite. Voilà ce qu'il écrit. « Il est vrai que nous passons ici pour gens fort difficiles, parce que nous n'accordons rien. Et on me le reproche plus qu'aux autres, mais je ne m'en soucie point. Et je me contente du mérite de la fermeté. C'est au maître à se relâcher quand il le juge à propos. » Fin de citation. Seule l'autorité souveraine peut faire des concessions. Pour jouer cette comédie internationale, il faut bien choisir les acteurs. Souvent, un prince désigne un de ses proches, par exemple un gentilhomme de sa chambre, ou bien un de ses secrétaires, nous y reviendrons. Il choisit surtout un grand seigneur dont le poids social, la naissance, la réputation personnelle, la fortune peut favoriser son intervention. Une conviction demeure tenace. Un homme d'épée sait mieux défendre les intérêts de son prince parce qu'il sait parler haut et fort, parfois en menaçant. Même au XVIIIe siècle, en France ou en Angleterre par exemple, les ambassadeurs sont avant tout des officiers. Et cela vient de l'idée que celui qui sait faire la guerre sait aussi faire la paix. Et que c'est un homme des élites qui peut défendre son pays en temps de paix. Alors pourquoi cette naissance a-t-elle de l'importance? D'abord, par un préjugé social. Le roi ne peut être représenté par un simple sujet. Et cela fait partie des préjugés d'un temps. Mais cela signifie aussi, plus subtilement, une forme d'aplomb que les usages de la noblesse favorisent. Un flegme, le mot apparaît parfois. Un contrôle des affects, si l'on voulait reprendre les idées de Norbert Elias. L'habitude de fréquenter les princes, on l'a vu chez Calière, est aussi un avantage. Il faut comprendre la situation du prince, sa solitude, la solitude du prince, et en jouer. Le goût du secret fait aussi partie de la vie curiale.
Je prendrai l'exemple du duc d'Aumont, ambassadeur de France à Londres en 1712. C'est un gentilhomme de la Chambre, un grand seigneur. Et au moment de son entrée à Londres, il se plaint du brouillard, de l'air londonien, de la fumée de charbon. Et il écrit « Il faut au moins pour le début dans ce pays-ci une voix nette ». On voit bien que dans son esprit, il s'agit bien de tenir en rôle et d'avoir une bonne voix. Et dans la même lettre, il se gausse du négociant ménager qui l'a précédé auprès de la reine Anne et qui, lui, a été un excellent négociateur. Le pauvre négociant, dont vous voyez un bourgeois, a voulu faire une harangue en forme à la reine. Et sous le coup de l'émotion, il s'est interrompu. Le grand seigneur commente, la reine voulut le remettre sur les voies, mais au lieu de continuer, il recommença et ne put finir. On voit bien comment le dédain social révèle bien finalement pourquoi l'on choisit un type d'acteur. Au moment même où on affirme ces principes, eh bien, on les met en cause. Et le XVIIIe siècle s'est interrogé sur cette représentation. Calière lui-même a eu le souci de donner des bornes aux prétentions d'un représentant royal. Je le cite. Un ambassadeur doit se souvenir qu'il représente son prince lorsqu'il s'agit de la fonction de son emploi et être ferme à en maintenir tous les droits. Mais lorsqu'il n'en est plus question, il faut qu'il oublie son rang pour vivre d'une manière aisée, commode et familière avec ses amis, civile et sociable avec tout le monde. S'il en use autrement, s'il prétend être toujours Montjoie Saint-Denis, c'est-à-dire le héros d'armes, dans les jours de cérémonie, il se montre fort au-dessous de son emploi, en pensant le soutenir avec une gravité ridicule et hors de saison. Fin de citation. Voltaire aussi est ironisé lorsqu'il écrit par exemple en 1716 à La Faille, je le cite, « Au reste, je suis charmé que vous ne partiez pas si tôt pour Gênes. Ne ressemblez point aux politiques errants qu'on envoie de Parme à Florence et de Florence à Holstein et qui reviennent enfin ruinés à Paris pour avoir eu le plaisir de dire « le roi, mon maître ». Fin de citation. Vous voyez bien que dans cette vision de Voltaire, la tâche diplomatique ne serait qu'une vaine apparence qui dissimule mal un grand vide. Cette évolution, cette critique se nourrit en particulier des excès du cérémonial. En effet, avec le temps, l'usage impose des règles en matière de cérémonie, surtout pour éviter les incidents. Le cérémonial diplomatique donne même lieu à la publication de véritables dictionnaires, comme les ouvrages de Godefroy au XVIIe siècle, ou de Luni, ou de Dumont, que j'ai déjà cités. Ces conventions de cérémonial deviennent de plus en plus rigoureuses, et cette rigueur formelle suscite à son tour critique et sarcasme. C'est Jean-Jacques Rousseau qui s'est fait, j'allais dire, le spécialiste de ces moqueries. Il se moque par exemple des congrès, je le cite, où l'on délibère en commun si la table sera ronde ou carrée, si la salle aura plus ou moins de portes, si un tel plénipotentiaire aura le visage ou le dos tourné vers la fenêtre, si tel autre fera 2 pouces de chemin, de plus ou de moins dans une visite, et sur 1000 questions de pareille importance, inutilement agitées depuis 3 siècles, et on voit bien qu'il date depuis 3 siècles, et très digne, assurément, d'occuper les politiques d'une autre. Fin de citation. On voit bien que de telles mises en scène, et là je file la métaphore théâtrale, ont pourtant une signification. Le cérémonial évite les discussions, les querelles, elles rendent la mission de l'ambassadeur plus sûre, elles permettent d'éviter le drame. Mais finalement, on le voit bien au XVIIIe siècle, ce sens du cérémonial, ce sens de la forme n'est plus perçu. Et seul subsiste une mécanique en apparence ridicule. Pour conclure sur cette représentation, je voudrais insister sur le fait qu'elle suscite à son tour des créations artistiques. C'est une sorte de parenthèse que je ferai là. Et c'est finalement la représentation qui permet de déboucher sur l'art lui-même. En particulier, il s'agit d'illustrer
J'ai essayé de faire une petite typologie, hein, elle est vraiment très maladroite, et vous excuserez à un historien qui n'est pas historien de l'art d'avoir essayé de réfléchir sur ce que l'on peut trouver. Il y a d'abord la figure de l'ambassadeur, dans les portraits en particulier. Portraits moraux en quelque sorte, avec une leçon presque métaphysique, ou bien modèle social. Ici, Georges d'Armagnac et son secrétaire, l'humaniste Filandrier par Titien. L'artiste s'inspire aussi de la diplomatie pour raconter une mission à travers l'entrée solennelle, l'audience et le départ de l'ambassadeur. Alors l'entrée solennelle, voici un type, hein, les tableaux de Karl Varheis, les entrées d'ambassadeurs à Venise. Ici, c'est l'ambassadeur de France au Palais des Doges en 1703. L'audience, le prince Savelli, ambassadeur impérial, qui est ici reçu par le pape Paul V, c'est donc le début du XVIIe siècle. Une autre forme, à côté de la peinture, la tapisserie, ici l'ambassade d'excuses du légat pontifical en 1664, après la querelle de Rome, avec une grande exactitude. La cérémonie a lieu dans la chambre de Louis XIV. Ouverture à d'autres horizons, l'audience de l'envoyé de Perse, ou supposé envoyé de Perse à Versailles, tout à la fin du règne de Louis XIV, en 1715, par Coypel. Et on voit bien d'ailleurs que progressivement, ce qui intéresse l'artiste, c'est plutôt l'ambassadeur qui vient de loin. On n'a finalement plus beaucoup d'intérêt pour les entrées habituelles, en quelque sorte, à part l'ambassadeur, ça n'intéresse plus personne. Donc, pour l'artiste, c'est plutôt les horizons lointains qui intéressent. Autre exemple, bien sûr, les ambassades auprès du grand seigneur, ici, la réception par le sultan de l'ambassadeur français à Constantinople. Le départ d'une ambassade, ici c'est le départ de Choiseul, ambassadeur à Rome en 1754. L'ambassadeur est aussi sensible à marquer sa présence dans une ville à travers les fêtes, et je vous ai donné deux exemples de Panini. Deux exemples. Donc ici, la fête donnée par le cardinal de Polignac sur la place Navone en 1729, et un autre exemple plus intime finalement, d'une certaine manière, le cardinal de Polignac visitant Saint-Pierre, toujours par Panini. Deuxième temps, l'information. L'information, eh bien, les ambassadeurs ordinaires, les envoyés ou les résidents s'efforcent de connaître le pays dans lequel ils vivent. Il faudrait regarder tout ce qu'on leur demande. Le diplomate doit donc informer, mais avec prudence, car il pourrait être taxé d'espionnage. Et c'est là qu'on retrouve ce savoir-faire. Il faut informer, mais pas trop. Et la marge de manœuvre est souvent étroite. Je donne un exemple. Le comte d'Avaux se trouve en Hollande au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Grâce à un huguenot français, il réussit à collecter des informations sur les filières et les passeurs qui permettent aux protestants de quitter la France. Le comte d'Avaux, l'ambassadeur, transmet aussitôt à Versailles ces informations. L'informateur, lui, en Hollande, est repéré par les autorités et il est exécuté un matin par 2 coups de pistolet alors qu'il est encore au lit avec sa femme. Le diplomate reçoit des lettres de menaces, mais il n'est pas inquiété, faute de preuves. On voit bien qu'il y a là une collecte de l'information qui n'est pas sans risque. Cette approche se fait aussi plus subtile, en particulier dans le cadre d'un congrès diplomatique. Les discussions durent longtemps, parfois plusieurs années. Une réflexion s'élabore donc sur l'art de pénétrer les secrets des ambassadeurs. Les paroles prononcées ont d'autant plus de prix qu'elles ne sont pas maîtrisées. On note avec précision le premier transport. Un homme se fait d'autant mieux écouter qu'il s'échappe de dire. La confidence est aussitôt exploitée lorsqu'elle est murmurée à l'oreille. La conversation même cesse d'être un plaisir pour devenir un art de sonder les hommes ou bien d'insinuer en eux des opinions. On voit bien que le divertissement, le loisir, le plaisir se transforment en une véritable application studieuse, en un travail sur la sociabilité. Calière a insisté aussi sur l'importance d'une bonne table dans le même esprit. La chaleur du vin fait souvent découvrir des secrets importants. On voit bien que l'art de recevoir, la sociabilité soutiennent la collecte de l'information. Elle débouche aussi sur une véritable propagande. Je vous en donnerai un exemple pour 1706.
L'ambassadeur de France à Venise s'appelle l'abbé de Pomponne et brutalement, il reçoit des dossiers très confidentiels. Voilà ce qui s'est passé. Un officier et quelques soldats ont fait le guet sur les bords du Pô, à un carrefour stratégique. On est en pleine guerre de succession d'Espagne. Ils réussissent à repérer le secrétaire d'un diplomate savoyard. S'agit-il d'un hasard? S'agit-il d'un guet-apens? Ils fouillent l'embarcation sur laquelle voyage le secrétaire et ils trouvent des papiers cachés dans un matelas. Ayant ces papiers, ils les transfèrent aussitôt à Venise, parce que Venise est le lieu le plus proche où il y a un représentant de la France. Pomponne étudie ces papiers, il les trie, il en fait des copies et il en envoie certains en Suisse. En particulier, une lettre du duc de Savoie qui laisse entendre un complot contre les cantons suisses. Aussitôt, un écrivain, Lachapelle, membre de l'Académie française, se charge de commenter la dépêche, de manière à rendre plus explicite son contenu, et l'ambassadeur en Suisse, Puisieux, fait circuler dans les cantons des copies manuscrites auprès des autorités. On voit bien comment la découverte passe par un circuit pour aboutir à un véritable effort de propagande et de désinformation. Cet art de l'information, et je n'ai pas le temps de développer, signifie aussi une forme de curiosité ouverte et insatiable. Troisième temps, la négociation. Si nous l'étudions, un trait s'impose. Le diplomate doit savoir écrire et au-delà, maîtriser un type d'écriture très singulier. Ce que j'appellerais volontiers la langue des souverains qui permet le dialogue entre les États. De plus, le diplomate a la tâche de raconter jour après jour son ambassade et parfois heure après heure ses négociations. Cette écriture conduit à la rédaction de dépêches. Ces dépêches sont destinées aux souverains. Il y a donc là un rapport exclusif. Mais en réalité, des filtres se mettent en place. C'est le ministre ou ses commis qui, le plus souvent, sont les premiers véritables lecteurs. Néanmoins, une partie des dépêches parvient jusqu'au Conseil du roi et sont lues au souverain. L'important pour le diplomate, c'est de retenir l'attention, de frapper l'imagination, voire de divertir, afin de se distinguer dans ce flot de dépêches. De là l'accusation qui est lancée contre des ambassadeurs d'inventer des informations. Il s'agit d'amuser le roi. Et finalement, le prince peut remarquer une lettre et en savoir gré à son auteur, dont il peut se souvenir pour une autre mission ou pour une récompense. À mesure que la pratique diplomatique devient mieux encadrée à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, cette écriture politique s'inscrit même dans une nouvelle négociation dans le cadre d'une négociation. D'un côté, l'autorité souveraine ne voit les choses que de très loin. De l'autre côté, le diplomate sur place voit une réalité précise. Donc l'envoyé continue à suivre ses instructions à la lettre, mais il peut, par ses dépêches, inspirer d'autres instructions, permettre de changer le regard de son ministre ou de son roi. Ainsi s'élabore une collaboration à distance autour d'une écriture d'État, puisque finalement, par là, le diplomate apparaît par essence comme un conseiller d'État. Pendant les négociations d'Utrecht, Louis XIV lui-même va rappeler cette intervention de ces plénipotentiaires. Il réclame leur intervention. Et aussitôt, les paroles de Louis XIV sont transmises à Utrecht. Voici ces paroles. Messieurs les plénipotentiaires, gens d'esprit et très capables, voient la difficulté, mais ils ne donnent point leur avis sur les moyens de la planir. Fin de citation. On voit bien qu'on réclame finalement aux plénipotentiaires d'intervenir, de ne pas être simplement des comédiens et de commencer eux aussi à participer finalement à l'écriture de l'État. Ajoutons à cela le désir de trouver une langue, sinon universelle, en tout cas commune, et l'Europe des cours parle français, comme l'a bien rappelé Marc Fumaroli. Parallèlement apparaît au XVIIIe siècle une forme de tiraillement, une hésitation. D'un côté, le poids de la décence que j'ai remarqué tout à l'heure demeure. De l'autre, le besoin de talent se fait de plus en plus criant. L'État a besoin de talent à l'étranger. Mais un homme qui n'est pas né, qui n'est pas un homme de qualité, doit généralement se contenter de fonctions de secrétaire. Il connaît les affaires, il les étudie, il propose ses solutions, mais il ne représente pas le souverain. Il ne décide pas, il ne parle pas en son nom.
Il travaille donc en coulisses. L'idée même s'impose qu'un ambassadeur peu capable et parfois assez borné, mais distingué socialement, peut s'appuyer sur un collaborateur zélé qui assume toute la tâche. Ce collaborateur zélé doit avoir la capacité lui-même d'exprimer clairement les intérêts du roi, de l'État, du royaume, de trouver des arguments. Il faut donc une vue globale qui dépasse les intérêts individuels ou ceux d'un groupe particulier. Il resterait à ce moment-là à l'ambassadeur officiel à utiliser simplement ses manières, sa politesse pour donner du poids aux propositions. On voit bien que s'établit là, dans cette querelle du secrétaire et de l'ambassadeur, un des clivages qui se révélera au moment de la Révolution française. Et finalement, en cela, la querelle entre Rousseau et le comte de Montaigu révèle ces tensions sourdes, et cette querelle se transforme à son tour en objet de littérature. Le métier de diplomate, vous le voyez, devient de plus en plus singulier et suggère des conseils. Je n'ai pas le temps, mais je vous cite simplement comme une véritable recette. Par exemple, cet avis de Calière, c'est un des plus grands secrets de l'art de négocier que de savoir, pour ainsi dire, distiller goutte à goutte dans l'esprit de ceux avec qui on négocie les choses qu'on a intérêt de leur persuader. Vous voyez, c'est vraiment cette construction d'un savoir-faire, d'une habileté suprême pour l'État. Par là même, l'art de négocier suppose une mobilisation de toutes les subtilités de l'intelligence et de l'intuition. J'essaierai d'en dessiner quelques facettes. Le courage s'avère nécessaire parce qu'il faut voyager en terre ennemie, parfois sous un déguisement. Il faut souvent affronter les colères populaires d'une population qui a été mobilisée par la guerre. Il faut, dans la négociation, résister aux menaces verbales ou aux pressions psychologiques, souvent dans une situation d'isolement extrême. Par ces instructions, bien sûr, le négociateur doit bien comprendre l'état de la négociation, c'est-à-dire en gros la situation à laquelle la guerre a conduit. Et il doit savoir quelles concessions il peut faire. Dans les papiers, on dit souvent les degrés de la concession. C'est-à-dire que le diplomate a des degrés et il suit ces degrés. Quand il a fini d'explorer ces degrés, il doit s'arrêter. Il ne doit surtout pas ajouter un degré par lui-même. Un négociateur doit avoir la capacité de jouer des passions en divisant l'ennemi par des propositions alléchantes. Il peut chercher à tromper, nous l'avons vu, sans forcément mentir. Le temps est essentiel, et cela revient dans toutes les correspondances diplomatiques. Il ne faut pas vouloir terminer trop vite ou trop tôt, mais en même temps, l'enlisement débouche sur un échec. Si bien que les négociateurs passent souvent leur temps à attendre, ils s'en plaignent. Pour la rédaction des propositions, il faut avoir une teinture de droit, mais aussi une grande prudence. On l'a vu tout à l'heure, cette prudence que l'on célèbre depuis Bottero. Également le sens du détail dans la rédaction. Ajoutons une forme de politesse qui est essentielle dans le métier. Il ne faut pas se brûler en une négociation. Il faut pouvoir passer de négociation en négociation. Il ne faut pas donc apparaître comme un fourbe. Il ne faut pas apparaître comme un homme de mauvaise foi. Parce que vous avez une réputation européenne à maintenir. Finalement, ce travail aboutit à la signature d'un traité qui est une étape importante, qui démontre l'habileté des négociateurs. Et là, j'aurais voulu vous montrer quelques images des étapes de la négociation, quelques représentations. Par exemple, une négociation bilatérale, Somerset House, le traité de Nimègue, un échange de ratification à Münster. Vous voyez, ce sont des étapes, et la célébration de la paix en terminant. Pour conclure, je dirais que je voudrais poser une nouvelle question. On voit bien que le traité est une étape essentielle, c'est le résultat, et on voit bien que c'est le papier qui prouve la réussite d'une négociation. Mais en revenant sur l'idée d'art, l'art suppose la création d'une beauté. Peut-on parler d'un beau traité ? Peut-on parler d'une belle paix ? Et cette idée, je crois, est importante de savoir, est-ce qu'il y a de la beauté dans l'histoire ? On peut tout au plus parler d'une bonne paix. Au XVIIIe siècle, la paix d'Utrecht en 1713 est apparue comme une bonne paix. Mais ça n'a été que très progressif. Immédiatement, on a plutôt considéré que c'était une mauvaise paix. Les Anglais eux-mêmes ont poursuivi les acteurs d'Utrecht, comme Bolingbroke.
Cet art de la paix n'est donc jamais clair et évident. L'ouvrage n'apparaît beau que si le règlement politique est durable, si la postérité, si l'histoire juge équilibrer les traités. Il faudrait voir, et je n'ai pas le temps, voir comment aussi les ouvrages théoriques, les idées, les solutions politiques n'ont cessé au XVIIIe siècle de fortifier ces méthodes diplomatiques. Et pour conclure, je dirais que la société d'Ancien Régime, et on l'a vu à plusieurs reprises, est tentée de célébrer les hommes de guerre, plus que les hommes de paix. Et on l'a vu même pour des hommes du XVIIIe siècle. Néanmoins, l'historien peut étudier et affirmer qu'il existe, étudier l'effort multiforme de paix. Il faut donc décrypter ce souci tenace d'exprimer une harmonie entre les puissances, cette volonté de négocier toujours et partout, cet idéal de concorde, d'unité, que les misères de la paix finissent par faire oublier. C'est finalement un renversement de méthode que je voudrais arriver. Nous l'avons vu, l'Europe des temps modernes a semblé fragilisée par des guerres incessantes, par des guerres nécessaires et considérées comme telles. Les historiens ont été tentés de dire que l'Europe a tenu là peut-être l'une des clés de sa réussite, par une sorte de rivalité permanente qui lui a donné une avancée technologique et par là même qui lui a permis de dominer le monde. Aujourd'hui, j'avancerai aussi que cette même Europe a aussi inventé les moyens de limiter et de surmonter les conflits, en créant une langue politique commune, cette langue d'État, cette langue des États dont j'ai parlé, un art de la représentation, un art de la représentation d'État, bref, des méthodes pour forcer le dialogue et imposer un idéal de paix toujours proclamé, malgré l'affrontement des intérêts et des ambitions. Il n'est donc pas impossible de dire que la diplomatie définit bien un art complexe de la paix, et finalement, l'invention du mot même, diplomatie, montre que l'Europe, à la fin du XVIIIe siècle, a conscience de la singularité de cet art. Je vous remercie. Très bien.